Bonjour à tous, bienvenue sur Apostrophe, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle émission de La Virgule. Aujourd'hui, on va parler de nos clubs français qui ont brillé sur la scène européenne la semaine dernière. On fera également un détour par la Formule 1 et la NBA. Un très gros programme nous attend aujourd'hui, c'est la saison 1, épisode 2 de La Virgule. Ça commence maintenant. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission de La Virgule. Et quelle semaine pour nos clubs français qui ont performé sur la scène européenne, à l'exception de Nice. Toujours en difficulté en Europa League et en Ligue 1. C'est la crise sur la Côte d'Azur, on en parlera bien sûr tous ensemble. Autour de la table aujourd'hui, Samuel Mulez. Salut Samuel, comment tu vas ? Ça va très bien, je vous donne rendez-vous un peu plus tard pour parler basket. Hâte d'y être, à tes côtés, Alexis Pinto. Salut Alexis. Salut. Et puis en face de toi, Kérin Serrier. Salut Kérin, merci d'être avec nous aujourd'hui. Mais c'est un plaisir Antoine, comme d'habitude. Et voici tout de suite le sommaire de cette émission. De quoi allons-nous parler aujourd'hui ? Carton presque plein pour nos clubs français en Europe. Le PSG pointe à la 3e place de la Ligue des Champions. L'OM et Monaco sont provisoirement barragistes. Lyon et Strasbourg dominent leurs groupes respectifs en Europa League et en Conference League. Et bien sûr, Nice déçoit toujours, bon dernier de son groupe. On débriefera tout ça ensemble. On aura également le goal à goal entre Kérian et Samuel. Qui doit être titulaire dans les buts du PSG ? La place de Lucas Chevalier est-elle vraiment menacée par Matvei Safonov ? On s'est posé plein de questions. Ça sera le duel de cette émission. On parlera donc, comme je vous l'ai dit, de Formule 1 avec le pit stop d'Émilie Sogorb. On aura aussi le carton NBA de Samuel. Et puis, bien sûr, les tops et les flops d'Alexis Pinto. Et puis, bien sûr, on jouera tous ensemble à la fin avec la passe à 10. Mais avant tout ça, place au bilan tricolore. Retour sur ce qui s'est passé la semaine dernière, donc sur la scène européenne, en Ligue des Champions d'abord, mais également en Europa League et en Conference League. Le Paris Saint-Germain a été tenu en échec par l'Athletic Bilbao sur sa pelouse, 0-0. De son côté, Marseille réalise une très bonne opération à l'Union Saint-Gilloise. Une victoire indispensable pour les Marseillais, tout comme Monaco contre Galatasaray. Pour l'instant, Ligue des Champions, c'est un 3/3 pour nos clubs français, provisoirement qualifiés ou barragistes. Même constat en Europa League et en Conference League. L'Olympique Lyonnais et Strasbourg sont leaders de leur groupe. Et quand on y pense, tout ça, ça fait pas mal de points pour l'indice UEFA de la France. C'est clair. C'est clair. Non, c'est une belle semaine là, franchement, à part un fameux club dont on parlera plus tard. C'est une très belle semaine. Après, on reviendra peut-être plus tard sur les propos que tu as tenus vis-à-vis de la victoire de l'OM, qui n'est pas flamboyante non plus. Elle était quand même très indispensable pour le reste de la compétition. Oui. Je trouve dur. Hein. Indispensable, oui. Mais alors, vous avez vu le hors-jeu à la fin sur le 3-3 ? Ouais. Enfin, le but refusé pour l'Union Saint-Gilloise. Excuse-moi. Et même hein. Roulier a bien sauvé les meubles en fin de match. Hein. C'est pas une très belle victoire. Mais par contre, il y a de belles individualités, de beaux buts. Franchement, un match spectaculaire. Oui, c'est clair. Donc le PSG, je l'ai dit, a fait match nul contre Bilbao, premier 0-0 en Ligue des Champions depuis octobre 2015. Entrons directement dans le vif du sujet. Hein. Est-ce, selon vous, une mauvaise prestation du PSG sur la pelouse de Bilbao mercredi dernier ? C'est une grosse contre-performance quand même. Alors je veux bien qu'il n'y ait pas tous les titulaires, mais Bilbao c'est pas une équipe en forme en ce moment. En Liga c'est quand même contre-performance sur contre-performance. Bilbao c'est une équipe qui est en grande difficulté depuis le début de la saison. C'est une mauvaise opération pour le PSG, surtout quand on voit les opportunités qu'il y a eu et qui ont été gâchées par les Parisiens en finale. Oui, moi je vais suivre Kérian. Je pense que l'Athletic Bilbao c'est quand même une équipe qui a des armes pour faire mal au PSG. Mais c'est sûr que c'est pas une équipe qui est à la hauteur de ce PSG là, même avec le peu d'absents qu'on avait. On s'est longtemps caché cette excuse et j'en ai fait partie. Maintenant, je pense que... Oui, ce qui a marché surtout pendant ce match, c'est finalement les Parisiens, ils ont été prêts à leur propre jeu face au pressing des Basques plutôt performant, Alexis. Ils ont eu de la chance de faire 0-0, de faire un match nul, parce qu'ils auraient même pu perdre. Hein. Heureusement que... Il y a eu beaucoup d'occasions. Après, il y a eu de beaux sauvetages de la part de Unai Simon aussi. On va y revenir, bien entendu. C'est un match qui était équilibré, qui n'aurait pas dû l'être à la base. Ouais. C'est surtout ça. C'est sûr. Moi, j'aimerais qu'on parle de la performance de Warren Zaïre-Emery. Près de 70% de duels gagnés. Ce soir-là, il jouait au poste de latéral droit. Grosse performance du titre parisien mercredi dernier. Performance XXL. Moi, j'ai un peu envie de revenir sur son poste. Je pense que le mettre en défenseur droit,
il fait le travail sur ce poste-là. Il n'y a pas de doute, je pense que vous êtes tous d'accord avec moi. Oui. Maintenant, pour moi, ça reste pas le poste qui est idéal pour lui. C'est un joueur très complet. Certes, il peut dépanner un peu à la Joao Neves, mais c'est pas là où je le verrai le plus à l'aise. Bah, franchement, moi qui regardais le match, je pense que vous l'avez regardé aussi. Franchement, il a mis Nico Williams dans sa poche. Ah oui, c'est non, mais absolument. clairement le cas de le dire. Mais il faut le dire, Nico Williams, c'est pas à son top depuis Oui, le début c'est de la ça. saison, c'est surtout Oui, ça voilà. aussi. Ça fait Nico Williams. Mais surtout, Zaire Emery joue de base milieu. Et là, il joue arrière droit. Franchement, c'est une grosse Il faut de la prestation. confiance. Il lui faut de la confiance. Quoi qu'il arrive, il lui faut de la confiance. Et c'est bien qu'Enrique ait pu le titulariser Oui. pour ce match. il est encore jeune. Parce que là, il est encore jeune et il enchaîne contre-performance sur contre-performance. Là, ça lui fait du bien de revenir un petit peu en force contre une équipe qui est pas mauvaise en plus. Qui plus est. Est-ce qu'on peut l'imaginer potentiellement arrière droit chez les Bleus? Non. Ou pas du tout? Non. Pas pour moi. Non? Trop de concurrence, Oui. Trop jeune et puis même pas son poste de Trop de prédilection. confiance. En équipe de France Il y a Koundé à la limite. Koundé, Koundé, Pavard. Ouais. Koundé, Pavard, c'est des tops. Pour moi, ils passent absolument devant. Même si Pavard joue plus tellement Pour défenseur moi, là, à droit. terme, il peut faire sa place, le Minot. Le problème avec ce type de joueurs, Il y a ton âge. c'est qu'ils font souvent figure de 12e homme. Hein. Quand il y a des absents comme Hakimi, là par exemple, il est absent pas mal de temps, il est titulaire, mais quand Hakimi reviendra, forcément, il ira sur le banc. Parce qu'on peut pas le faire jouer milieu au PSG, on peut pas sortir un Fabien Non. Ruiz ou un Vitinha, c'est pas possible. Sur les gros matchs, c'est impossible. Maintenant, sur des matchs de championnat, pourquoi pas titulariser Warren Coupe de moi, France, hein. Oui, bien sûr. Moi, Ouais, en je Coupe de serais France, pour. ouais. Je serais pour le voir jouer plus. Parce que c'est un joueur qui a un potentiel énorme et qui est un peu sous-exploité, même si c'est un peu Il mérité. y a des depuis... saisons, il a été extrêmement bon. Ouais, c'est Ouais. ça, c'est ça. c'est Après, ça. moi, j'ai Il n'avait pas encore joué en Neves, quand il était titulaire, il était. Ouais. Ah bah là il revient à son Mais plus, après, plus haut niveau. On commence à être parce que je suis supporter du PSG, mais on commence à être un club d'une envergure mondiale. Et pour ce genre de petits joueurs-là qu'il faudrait développer, on peut commencer à ouvrir l'option prêt. Hein. Moi, je suis un peu. Non, moi, Traiter Warren Zaïre Emery, ce serait une grosse. Franchement, c'est un titu parisien. Oui, non. Bah, hormis l'attachement, c'est Non un mais peu- hormis l'attachement, franchement là, il évolue bien au Paris Saint-Germain, il est bien dans le club, il fait de bonnes performances. Franchement, Ouais. faudrait pas Ouais, mais le est-ce prêter. qu'il a assez de temps de jeu pour en pour tant se que développer? Moi, remplaçant, j'en doute un peu. Hein. Tant qu'il s'en plaint J'aimerais pas. bien. Pour moi, c'est un potentiel XXL et le prêter. C'est vraiment Faudra voir un bon équilibre. en 2026 avec le retour d'Hakimi et si Warren Zaïre Emery sera titulaire ou pas. Ouais. Faudrait qu'on parle aussi du match de Barcola. Hein. Beaucoup trop inefficace. Hein. C'est clairement pas un joueur complet. Est-ce qu'il a sa place de titulaire finalement dans l'équipe Oui, parisienne? Ouais, mais il est plus à son niveau. qu'il Ouais, était c'est ça. avant. Il a perdu, il a plus trop de temps de jeu, donc il a plus vraiment le niveau qu'il avait la saison dernière. Hein. Mm. Non, Ah, moi, il est trop inconstant, Barcola. Enfin, Oui, Ah j'ai oui. pas envie j'ai pas envie de l'enfermer. Pour moi, c'est un peu un profil à Dembélé, les gars. C'est exactement ce que j'allais dire. C'est un peu un profil à Dembélé un peu plus tôt dans sa carrière, en fait. Un Ah mec oui, qui a- Avant qu'il gagne le ballon d'or Ouais, finalement. c'est Là pendant le match, 2 tirs, 0 cadré, 10 ballons perdus. Et Il y a ouais, c'est un clairement mec un qui manque manque de d'efficacité. confiance. Et, c'est tout, les gars. un manque de lucidité terrible. Enfin, l'action où il peut faire la passe avec Vara et qui préfère tirer et qui ça fait une barre transversale. Enfin, c'est Franchement, même à mon pire ennemi, je fais la passe. C'est pas possible. Enfin, clairement. Non mais ouais, non, c'est un manque de lucidité terrible et ça me rappelle vraiment Dembélé un peu au début de sa carrière, même sa première saison avec le PSG, enfin non, plutôt sa saison avec le Barça où c'était un très bon joueur dans le jeu, percutant et puis technique, mais qui a pas de finition et qui Mais d'ailleurs, on nous informe que Ouais. la NASA m'informe qu'il y a des ballons qui ont été retrouvés sur la Lune de Dembélé. Donc, on en parlait tout à l'heure. Gros match d'Unai Simon. Luis Enrique l'a déclaré en conférence de presse. C'était le meilleur joueur de la rencontre. Vous êtes d'accord avec lui? Oui. Je pense là, alors on est tous. Ah, moi, je suis. Hein. ouais, mais j'aime pas ces déclarations parce que il a beau avoir été l'homme du match, j'aime pas ces déclarations. Enrique, c'est un coach très fair-play qui sait reconnaître que l'équipe a bien joué et dire que le gardien est meilleur joueur du match, que le gardien adverse est meilleur joueur du match, c'est un peu dire bah on a été meilleur qu'eux mais leur gardien a fait des miracles. Et j'avoue que je suis pas fan de ce genre de déclarations. Alors match XXL de la part de Unai Simon, mais ce genre de déclaration personnellement Ouais. c'est pas tellement ma tasse de thé. Non, on sait qu'Enrique, c'est un mec qui est de bonne foi, comme tu l'as dit. Je vois pas pourquoi il essaierait de se cacher derrière ce genre de prestations. Non, et Parce puis Luis vraiment. Enrique, il est espagnol. Oui, Unai Simon est espagnol, Ça fait rien, forcément. Voilà. ça fait rien. Un 0-0 en Ligue des Champions contre un Bilbao malade, pour les champions d'Europe, ça fait un peu pas le figure, je trouve. Oui. On va parler également de Marseille et Monaco, respectivement 16e et 19e de la Ligue des Champions, provisoirement barragistes donc. Est-ce qu'ils ont pleinement leur chance de terminer dans le top 24 de cette Ligue des Champions? Pleinement, je sais pas. C'est- Je rappelle, Gros adversaires. Ouais, je rappelle justement, Monaco doit encore jouer le Real Madrid au Santiago Bernabéu, Santiago Bernabéu, pardon, et accueillir la Juventus le 28 janvier. Et Marseille doit affronter Liverpool et jouer au Club de Bruges
C'est pas des matchs simples. Hein. Ah, Ouais, mais Liverpool en ce moment, c'est pas non plus incroyable. Ouais, après, Peut-être Marseille ont peut-être une chance de, pourquoi pas, s'en sortir, même juste un match nul ferait l'affaire. Toi, tu verrais plus Marseille passer et Monaco Oui, ouais, je plus en pense. difficulté. Ah, c'est Oui. plus possible. Bruges et Liverpool, je pense que c'est plus puis- abordable en ce moment, plutôt que Monaco avec là le Real Madrid. Et puis je trouve que Monaco, c'est un peu moins fiable que l'OM. Je sais pas vous, moi, quand je Ouais, regarde les constant. matchs de l'OM, je vois un système qui est un peu plus mis en place, un peu plus mieux défini et qui a plus de certitude que le Monaco qui, pour moi, cherche encore. Monaco, je pense, vont dépendre aussi des clubs qui seront derrière eux par Ouais. rapport au barrage. Ça va, Tout va dépendre sur le dernier match où Ouais. tu vas jouer en même temps. Mais moi, je trouve que ça met en perspective ce qu'on disait lors de la dernière émission. On parlait de l'OM, peut-être dans un top 8, ou en tout cas aller loin en Coupe d'Europe. Vous voyez que, mine de rien, quand même, c'est compliqué pour l'Olympique de Marseille et on en a peut-être fait un peu trop pour une équipe qui est en reconstruction, mais qui n'est pas encore, à mes yeux, au niveau. En reconstruction, pour moi, ils sont plus en reconstruction. Ah, Avec un si. système de jeu qui est bien établi, Non, un Aubameyang qui joue pivot, Greenwood qui. Oh, Offensivement, c'est très bien établi. le joueur Peut-être star. défensivement, il y a un peu plus de mal quelque part. Peut-être dans ce milieu de terrain aussi, mais. Ça n'a pas le niveau encore européen du top Non. 8 pour moi. Mais Mais c'est- non. Non, pour le top 8, forcément, Moi, c'est non. là, c'est. on les voyait, C'est on les quand même, voyait, c'est belle presta. à on les souligner. voyait faire un gros parcours, l'OM, et moi, je suis pas sûr qu'ils passent les barrages. À supposer qu'ils se qualifient, ce qui n'est pas donné encore, je suis pas sûr de les voir passer les barrages. Avec les 2 gros matchs qui restent, va être compliqué. Peut-être être compliqué, mais on a hâte d'y être. Les 2 dernières journées vont être passionnantes. Lyon, en Europa League, presque un sans faute. Hein. Les Lyonnais, depuis le début de la saison, c'est 5 victoires pour une seule défaite en Europa League. Seule défaite face au Betis en début novembre. Moi, je me pose la question, hein, est-ce que l'Olympique Lyonnais, c'est le grand favori de cette Europa League, finalement, cette année ? Une victoire contre le Betis, c'est pas mal du tout. Le Betis, on rappelle que c'est finaliste l'année dernière quand même de l'Europa League. Franchement, Lyon en grand favori, je sais pas, mais pour une équipe qui avait beaucoup de problèmes au début Oui. de l'année, c'est pas mal du tout. Je suis d'accord. Franchement, je m'aligne avec les propos. Vous verrez qui pour concurrencer Lyon cette année ? Franchement, il y a du lourd, hein. Il y a Aston Villa, Ouais, grosse équipe Aston Villa. Ah, Aston Villa, je sais pas. Ah, Aston Villa. Aston Villa, ils ont les tickets de première ligue, du coup, ça joue en leur faveur. Mais... Ah non, rien à voir, rien à voir. C'est juste que pour le coup, l'OL en Europa, l'OL c'est quand même du pire comme du meilleur. Hein. On n'a qu'à voir en Ligue 1, c'est inconstant aussi. En Ligue 1, c'est beaucoup plus irrégulier. Hein. Ah, Mais c'est ça. comme, on va y venir, hein, Strasbourg, très très irrégulier aussi. Ouais, Hein. ouais. Justement, Strasbourg, eux aussi, leader en Conference League, invaincu pour l'instant. En revanche, les Strasbourgeois donc, sont 8e de Ligue 1, beaucoup plus irréguliers. Est-ce que l'objectif de la saison pour les hommes de Liam Rosenior, c'est plus de mettre la Ligue 1 de côté et de se focus totalement sur la Conference League pour ramener une Coupe européenne à la maison ? Je pense pas qu'un entraîneur ou un club puisse avoir cette mentalité-là. Maintenant, c'est vrai que pourquoi pas cette année aller chercher une Conference League, au moins un bon résultat en Europe, ce serait une première du coup pour le club strasbourgeois. Peut-être que la Ligue 1 peut encore attendre un petit peu parce que la Conference League, c'est pas tous les ans. Surtout pour ce club qui s'y qualifiera probablement pas l'année prochaine, hormis une victoire. Là, pour l'instant, 8e, hein, Ouais. 3 défaites consécutives avant d'affronter Lorient le week-end dernier. Donc ça fait déjà 4 matchs sans victoire. Franchement, en ce moment, c'est compliqué. pas la grande forme pour C'est compliqué. Strasbourg. Donc, est-ce qu'on peut espérer un bon résultat en Europe ? À voir, pourquoi pas. Moi, je suis pas vraiment d'accord avec toi. Je pense que ça fait partie des choix pour des supérieurs ou un représentant de Strasbourg de se poser les questions. Est-ce qu'on doit favoriser la Ligue 1 ou la Conference League surtout au vu de leurs résultats en Ligue 1. Et pour moi, il faut clairement viser la Conference League. Il faut mettre la Ligue 1 de côté. On en a parlé tout à l'heure, Nice. Nice, Nice. c'est terrible. C'est terrible. On a plus les Non, points. mais c'est terrible parce que ils ont plus gagné depuis le 29 octobre, toute compétition confondue. En Europe, c'est encore pire. 18 matchs consécutifs sans victoire. Rien ne va plus sur la Côte d'Azur. 13e de Ligue 1, 9 défaites consécutives. Voilà, c'est la catastrophe. Et puis les supporters, Ça gueule. ouais, Ça ça crie beaucoup. Vous voyez Nice gagner un match d'ici la fin de la saison. non, franchement, c'est dur, mais franchement, est-ce qu'on espère pour eux que C'est triste. ça ira mieux. C'était un Ouais, grand ça- club. ça- Hein. ouais. C'était un grand club. Et Même- puis là, Voilà, c'est. qu'est-ce qui se passe quoi Ouais, Qu'est-ce qui là- se passe Bah après, on espère que c'est qu'une saison qui Oui, c'est- flop et que là, ça sera reparti de plus belle la prochaine saison. Mais là, pour moi, ça me l'instant, fait mal de voir un club comme ça qui savait toujours s'en Ah ouais. sortir avec de bons résultats, aller chercher des top 4, top 5. Ouais. C'est souvent dans le top 6 même. Ouais, Nice, bah ouais, franchement, c'est ça. ça Et là- accroche souvent l'Europe. Là, je pense que Mais là, cette année, ça va être compliqué. Ils sont combien, tu m'as dit
13e de Ligue 1. 13e de Ligue 1. 13e de Ligue 1. Après, ça va, c'est pas. C'est milieu de tableau. Pas loin de la zone rouge, pas loin de la zone rouge. Pour un quand club même. comme Nice, Oui. c'est pas suffisant. Oui. C'est pas Continue comme suffisant. ça, je pense qu'ils vont penser à la relégation. Abuse pas. abuse peut-être, pas. mais- Attention. continue de perdre, On n'est jamais à l'abri de rien. Dernière défaite en date des Niçois, c'était ce week-end donc contre Lens, 2-0 pardon. Ça remonte. Et justement, ces mêmes Lensois, ils sont leaders de Ligue 1 depuis maintenant 3 journées. Les 100 erreurs vont finir l'année donc en tête du championnat français avant la trêve. De quoi commencer l'année 2026 de la meilleure des manières. C'est un joli cadeau de Noël, non, de finir l'année en tête. Ah ouais, C'est ça beau qui- cadeau sous le sapin. Moi, Ouais, je veux le même. Hein. Lors de la première émission, je ne sais pas si vous avez regardé, moi j'avais mis Lens 5e de mon top 5 de Ligue 1. Je crois que j'aurais jamais imaginé voir Lens premier à la mi-décembre. Visionnaire. Honnêtement, ça va pas durer, je pense. Ça va pas durer. Il y a une chance, hein. Ah non, ils sont habitués. Ils sont habitués maintenant à faire ce genre de performance. Hein. Ah non, mais C'est- c'est ça. Il y a Après, pas là, mal encore de une fois, saisons où c'est- On disait qu'ils faisaient des surprises et ils s'en sortaient très haut. Pour moi, je les vois pas. Encore une fois, là, on attend qu'ils affrontent le haut du classement. Là, ils ont Oui, affronté ça, Nice ils ce veulent en week-end. remonter. Voilà, Ça, c'est des petites victoires. Ça aussi. Justement, Florian Thauvin, retour réussi pour le Français. Il a déjà été le vainqueur du trophée UNFP du meilleur joueur du mois de septembre et en novembre également. Pour vous, il peut faire le triplé cette année et gagner celui aussi de décembre. Honnêtement, je saurais pas dire ça. Il a des performances pas en dents de 6, c'est toujours au très haut niveau, mais ça va être compliqué avec la concurrence. Il y a quand même Greenwood, j'allais venir. Ouais, c'est il, ça. a, Il y a Greenwood là. il a gagné en octobre. Ça me fait Franchement, mal de là, le dire, mais Greenwood, quel joueur. Non, Ouais. franchement. Moi, j'ai envie de féliciter le coup en fait d'être allé chercher Thauvin. Je pense que c'est un joueur pour moi qui était un peu sorti des radars. Avec son passage au Mexique et franchement, je suis fan de ce coup-là de la part du club de Lens. Ouais, non, mais Donc, c'est une belle surprise, honnêtement. Possiblement en équipe de France, même. Ah On peut oui. s'imaginer. Bah, il a été rappelé il a à cause de la blessure de. On en avait parlé, Dembélé. Mais ouais. Franchement, alors en équipe de France, les performances sont pas à négliger non plus parce que c'est des belles performances. Il me semble que il a été décisif sur quelques buts. J'ai plus les chiffres exacts, mais Thauvin en équipe de France, c'est une belle surprise. Et de retour en Ligue 1, c'est un retour réussi. Pour l'instant. C'est vrai, c'est un gros retour même. On a beaucoup parlé de football donc, mais vous l'avez demandé, vous vouliez de la variété. On va se pencher sur la superbe saison qui a animé les fans de Formule 1 cette année. C'était une saison qui a encore tenu toutes ses promesses, pleine de rebondissements et de records. Retour sur les moments forts, les pilotes qui ont marqué l'année et surtout ce qui nous attend pour la suite. Émilie Sauger va nous rejoindre pour le pit stop. Bonjour à toutes et à tous, et oui, comme tu l'as dit, la saison 2025 de Formule 1 qui vient de prendre fin a été plus que serrée. Après une lutte intense tout au long des 24 Grands Prix entre Lando Norris et Oscar Piastri chez McLaren et Max Verstappen chez Red Bull, c'est finalement Lando Norris qui a décroché son tout premier titre de champion du monde des pilotes avec 423 points. Il devance Max Verstappen de seulement 2 points et Oscar Piastri en 3e place. Ils nous auront offert le championnat le plus serré de l'histoire de la Formule 1. Verstappen, il a remporté plusieurs courses, dont la dernière de la saison à Abu Dhabi il y a une semaine, mais ça ne lui a pas suffi pour reprendre le titre qu'il détenait déjà depuis plusieurs années maintenant. Alors McLaren a également remporté le championnat constructeur, donc ça confirme clairement une saison dominante malgré la pression de Red Bull et des autres écuries. Cette victoire, ça a été un grand moment d'émotion pour le pilote, pour sa famille, mais aussi pour l'écurie. Après ces beaux moments pour l'équipe McLaren, il faudra attendre mars 2026 pour la première course de la saison qui promet de la nouveauté. Exactement, pour cette nouvelle saison, des grandes transformations seront mises en place. Tout d'abord, il y a l'arrivée d'un nouveau règlement technique. Alors, le DRS disparaît au profit d'aérodynamique active et d'un système de boost électrique, tandis que les monoplaces, elles, deviennent plus légères et plus étroites. Mais c'est pas tout, elles adoptent un moteur V6 hybride complètement revu, avec 50% d'énergie électrique, et optent pour l'utilisation d'un carburant 100% durable. Romain Grosjean, ancien et célèbre pilote de Formule 1, semble plutôt content de ce nouveau règlement. I think what really matters is not what lap time the cars are going to be doing on track, but is what show are we going to put on. And that was the idea of 2026 regulation. Definitively very different from engine, from aerodynamic, from cars. The good thing is the car getting lighter, a little bit smaller. They got so big and so heavy.
That's going to help racing. Et du côté des équipes, le paysage évolue également. Et oui, on pense tout de suite à l'entrée tant attendue de Cadillac, mais aussi à la fameuse transformation de Sauber en Audi et le partenariat renforcé entre Haas et Toyota. On n'oublie pas bien sûr le redéploiement des motoristes comme Honda pour Aston Martin ou Red Bull Ford. Toujours dans les équipes, pour 2026, plusieurs pilotes changent de situation par rapport à 2025. On ne peut pas passer à côté d'Isaac Hadjar, le pilote français qui a fait sa première saison chez Red Bull Racing, qui est promu à Red Bull, où il remplace Yuki Tsunoda. Ce dernier perd donc son baquet et devient pilote de réserve. Il sera donc absent de la grille de course. Cette promotion, c'est une vraie fierté pour le jeune pilote, et ça sonne un petit peu comme un goût d'accomplissement. Je suis très fier du chemin parcouru. C'est un honneur et je me rappelle aussi des moments où je regardais la télé quand j'étais petit et je voyais Vettel gagner toutes ses courses. Et à de me dire que je suis dans la même équipe que lui, que je vais bosser avec les mêmes personnes avec qui il a gagné des championnats. C'est assez incroyable et aussi de rejoindre le meilleur pilote de la grille. Et autre pilote, Arvin Lindblad, lui, fait ses débuts en Formule 1. Il devient titulaire chez Red Bull Racing. Côté retour, Sergio Pérez, il revient également en rejoignant Cadillac, la nouvelle grande écurie du championnat. Il sera accompagné de Valtteri Bottas, qui retrouve un volant après une saison durant laquelle il n'était pas titulaire dans l'écurie Mercedes. Mais ce ne sont pas les seules nouveautés. Et oui, le volet sportif s'adapte avec un nouveau barème de super licence. Donc c'est le document délivré par la FIA nécessaire pour participer au championnat du monde de Formule 1, qui est devenu bien plus favorable aux pilotes américains, et plusieurs ajustements au format des week-ends sprint et test afin d'améliorer la compétitivité et de préparer la discipline à toutes ces nouveautés technologiques. Pour s'habituer à tous les changements, les pilotes auront de nombreuses sessions d'essai, dont la première en Espagne tout début février, avant de partir à Bahreïn pour la première course de la saison, qu'on attend tous avec une grande impatience. Ça, c'est clair. Vous suivez un peu la F1, vous ? Un peu. De loin, Un peu. de loin. Un peu. Je suivais il y a 2-3 saisons. Maintenant, ça me fait plaisir un peu de voir Lando Norris être sacré champion. Un peu de nouveauté, Ouais, c'est Ouais. ça. justement. C'est un peu la confirmation d'une jeune star, j'ai l'impression. C'est un jeune talent, donc ça fait bien. Quoi. Merci Émilie pour ta chronique. Et forcément, on a déjà tous hâte d'être en 2026 avec beaucoup de changements. Vous l'avez donc bien compris. On va revenir sur le Paris Saint-Germain, mais cette fois-ci, on va s'intéresser aux cages parisiennes. Qui doit être titulaire, Matvei Safonov ou Lucas Chevalier? C'est l'heure du goal à goal entre eux, Kieran et Samuel. Et oui, on s'est posé la question, qui doit être titulaire dans les buts du PSG? Est-ce que y a-t-il une vraie concurrence entre les deux portiers parisiens? Kieran, Samuel, vous avez 1 minute pour nous convaincre. Samuel, pour toi c'est clair, Lucas Chevalier doit rester le titulaire indiscutable du PSG. Oui, et j'ai d'abord envie de dédramatiser les performances de Chevalier. On en a beaucoup fait. On crie beaucoup sur lui, mais en Ligue 1, Chevalier, c'est 69% des tirs arrêtés, ce qui le classe parmi les 13% des gardiens les plus à l'aise au cage. C'est aussi 8 clean sheets en 20 matchs. Ce ne sont pas des stats absurdes. Le club l'a recruté dans une stratégie de visée à moyen terme, ce qui est en accord avec l'âge moyen de l'équipe, qui est de 24 ans. Chevalier, c'est aussi un gardien qui vient d'avoir 24 ans, donc comme je le dis, le PSG, c'est son premier club de classe mondiale. Dans ces conditions, intégrer un club de cette envergure, c'est plutôt dur. Surtout dans un système, surtout dans le système d'Enrique qui en demande beaucoup aux gardiens. Et pour moi, Chevalier est plus apte à jouer au pied que Matvei Safonov. Dans un second temps, pour moi, il faut lui laisser un peu de temps. On avait aussi idéalisé les performances de Donnarumma avec ses performances sur la dernière année. Mais j'ai envie de rappeler quand même la petite passe D qu'il envoie à Benzema en 2022 contre le Real de Madrid. Voilà, c'est un peu tout pour moi. Kieran, de ton côté, toi tu verrais plus Safonov passer devant Lucas Chevalier dans la hiérarchie des gardiens parisiens. Quand l'un de tes meilleurs joueurs l'année dernière c'est ton gardien et que tu décides de virer ton gardien pour un joueur qui est plus à l'aise au pied en théorie comme Lucas Chevalier, et que ce Lucas Chevalier est pas forcément plus rassurant que Donnarumma, et beaucoup moins rassurant que Donnarumma sur sa ligne, et même au pied c'est pas si fantastique, je pense qu'il y a des questions à se poser. Là depuis 3 matchs, donc malheureusement pour lui et heureusement pour Safonov qui a eu une opportunité de passer devant un peu dans la hiérarchie. Safonov, c'est 3 matchs, 3 grosses perfs. Quand je dis grosses perfs, c'est pas 2-3 arrêts, c'est vraiment des arrêts décisifs à chaque match. Et un jeu au pied qui est pas si déconnant non plus. Tu compares ça à Chevalier, mais il est moins connu pour ça, mais on s'est rendu compte qu'il était très rassurant aussi à balle au pied. Au-delà de ça, Luis Enrique, il a dit lui-même, il n'y a pas de hiérarchie au sein du club. C'est-à-dire que le joueur qui fait les meilleures performances gagnera sa place de titulaire.
L'année dernière, c'était un raisonnement qui n'était pas trop vrai, puisque Donnarumma était titulaire quasiment tous les matchs, alors que c'était pas forcément le plus rassurant balle au pied, comme l'a dit Enrique. Cette année, Safonov, je trouve qu'il fait un bon début de saison avec le PSG, même s'il joue peu, alors que Lucas Chevalier, c'est en dents de scie, c'est-à-dire que c'est plusieurs boulettes qui lui coûtent des matchs, comme ce match contre l'OM où le PSG perd 1-0. Et il n'y a plus le temps. Il n'y a plus le temps. Stop. Je fais- Bah, c'est fini. En fait, titulariser Chevalier, finalement, ça serait un peu renier les choix de Luis Enrique. Parce qu'il a fait un gros coup quand même cet été. On l'a vu, il a vendu le meilleur gardien du monde, clairement, Donnarumma, pour lancer un projet différent. Et ça fait beaucoup de bruit. Franchement, ça serait un peu renier les choix et le projet de Luis Enrique de ne pas titulariser Lucas Chevalier. Le meilleur gardien joue, et puis c'est très bien comme ça. Et je trouve que Safonov, ce qu'il prouve depuis ces 2-3 matchs, c'est vraiment pas déconnant, alors que Lucas Chevalier, c'est beaucoup plus compliqué. Enfin, je veux dire, Chevalier, on n'entend pas beaucoup on entend parler plus pour ses boulettes que pour ses bienfaits. Alors tu me parles des 13%, nanana, c'est le gardien du PSG. C'est les champions d'Europe. Oui, mais quand même. Vas-y, Alexis. Non, mais quand même, Chevalier, c'est sur les premiers matchs. Là, c'est parce que c'est les derniers matchs où Paris sont pas trop en forme et qu'il y a beaucoup de blessés. Et du coup, Safonov, en plus de ça, remplace. Mais honnêtement, Chevalier, quand même, c'est plus fort que Safonov. Une petite statistique, 19 matchs et 9 clean sheets pour Matvei Safonov, 20 matchs et 8 clean sheets pour Lucas Chevalier. Alors, Chevalier a joué des matchs plus compliqués quand même, il faut le dire, Oui, ça oui. fait de bonne foi. Oui, Mais excusez-moi, Chevalier, c'est pas plus rassurant, c'est pas le Chevalier qu'on avait à Lille. Alors certes, c'est un plus gros club, faut lui laisser le temps. Faut lui laisser le temps, voilà, c'est ça. Pas la parole, gros. C'est des plus gros enjeux, c'est un plus gros club, c'est une plus grosse pression. Maintenant, t'es un gardien de calibre mondial, tu dois assurer au cash derrière. Après, comment tu veux qu'il gagne une place de titulaire chez les Bleus? Non, mais c'est un nouvel environnement, c'est un nouveau club. Ça n'a rien à voir, on est en France. Si. C'est un nouveau club, nouvelle une nouvelle pression, oui, mais alors, tes performances de Pour pas toi, changer. pour toi, Alexis, qui t'a le plus convaincu entre Samuel Je et pense que Karim? Samuel, parce qu'après, honnêtement, Il a un biais, forcément, il a un Oui, biais. Ah ouais. forcément. Je te paye après. c'est ça. Comme à chaque émission, Alexis, tu vas nous proposer tes tops et tes flops de la semaine. Et je crois que Nice, on en a parlé tout à l'heure, va en prendre pour son grade. C'est l'heure du top et flop de la semaine d'Alexis Pinto. On commence avec tes tops, Alexis. On retrouve l'Olympique Lyonnais avec 2 victoires importantes la semaine dernière. C'est ça, Lyon qui s'est d'ailleurs imposé 2-1 jeudi en Ligue Europa, comme on l'a dit tout à l'heure, face aux Go Ahead Eagles, un club d'Eredivisie. Mais surtout, ils prennent la première place du classement avec 15 points. Une victoire importante donc qui confirme la bonne dynamique lyonnaise. Mais Lyon aussi qui enchaîne en Ligue 1 ce dimanche avec un succès 1-0 face au Havre. Les Lyonnais qui sont désormais 5e au championnat avec 27 points. Petite mention spéciale quand même à Pavel Sulc, qui buteur décisif en Ligue 1, mais aussi auteur d'un but en Europa League, un joueur qui est clairement en forme en ce moment. Et tu nous parles également d'un joueur qui fait son grand retour. C'est ça, c'est Rodrigo. Cette semaine, il a marqué à la fois en Ligue des Champions et en Liga. En championnat, c'est même son premier but de la saison. Il n'avait plus marqué en Liga depuis presque un an, depuis janvier 2025. Son but permet au Real Madrid de s'imposer 2-1 face à Alaves ce dimanche soir et permet d'offrir un peu de répit à Xabi Alonso qui est clairement sur la sellette. Grâce à cette victoire, le Real revient à 4 points du Barça en championnat. Mais en Ligue des Champions, aussi, Rodrigo a retrouvé le chemin des filets après près de 31 matchs sans marquer depuis mars 2025, même si son but n'a pas empêché la défaite face à Manchester City, 2-1 mercredi dernier. Ça reste un signal encourageant pour le joueur. Mon troisième top de la semaine, c'est Benfica. À Benfica, victoire 2-0 face à Naples en Ligue des Champions. Deuxième victoire consécutive dans la compétition. Benfica qui est désormais 25e au classement et peut encore croire à une qualification. Après un début de saison très compliqué, l'arrivée de Mourinho pourrait bien marquer un tournant et remettre l'équipe sur le droit chemin. Comme en championnat aussi, où Benfica était très convaincant ce week-end avec une large victoire 4-0 contre Moreirense ce dimanche. Ils sont d'ailleurs actuellement 3e de Liga Portugal avec 32 points. Et place maintenant à tes flops, et même un gros flop cette semaine, Nice qui n'y arrive toujours pas cette saison. C'est même mon carton rouge de la semaine. Les Niçois enchaînent un 18e match consécutif sans victoire sur la scène européenne. Un record pour un club français. Le précédent record qui appartenait à Lille. Avec 17 matchs sans victoire entre 2014 et 2019. La dernière victoire européenne de Nice qui remonte donc au 16 mars 2023 en 8e de finale retour de Conference League face au Sheriff Tiraspol. Et la situation ne s'améliore pas aussi en Ligue 1 au championnat avec une nouvelle défaite ce dimanche contre Lens, comme dit tout à l'heure, 2-0. C'est la 6e défaite consécutive en Ligue 1.
Nice qui est désormais 13e du classement. Et mon deuxième flop, j'ai décidé également de mettre Naples, qui a enchaîné 2 défaites cette semaine. Alors d'abord la première en Ligue des Champions, avec une défaite 2-0 face à Benfica. Les Napolitains sont actuellement 23e au classement avec seulement 7 points. Mais aussi en Serie A, où ils s'inclinent 1-0 face à Udinese. Malgré tout, Naples reste 3e du championnat avec 31 points, mais cette semaine laisse clairement des doutes pour la suite. Carrément, est-ce que ça t'étonne finalement de ne pas voir le Real Madrid dans les flops d'Alexis? Parce que c'est pas la grande forme en ce moment. Je pense que la victoire face à Alaves les sauve un peu. Ça, Les sauve un peu, mais il faut qu'on parle du cas Xabi Alonso, comme tu en as parlé tout à l'heure. En ce moment, c'est une situation qui est invraisemblable, c'est-à-dire Xabi Alonso, il y a 2 ans, il gagne tout avec Leverkusen. Il fait une grosse saison l'année dernière. Il arrive au Real, catastrophe. Alors c'était Catastrophe. Non, mais alors, les on va premiers matchs, mesurer. ça a été. On va mesurer. C'était catastrophe. Enfin, c'est catastrophe depuis quelques matchs. Vinicius qui est plus en forme. Il a eu un petit pic au début de la saison, mais il est plus en forme. Tant mieux pour Rodrigo, j'aimerais dire visiblement. Ah mais ça absolument. fonctionne bien. Rodrigo qui restera pas sûrement à la fin de la saison. Après, Vinicius a quand même fait une belle performance dimanche face à la Face Ouais, mais- à l'ogre à la vesque. Oui, t'as raison. Non mais Quand même. ouais, excusez-moi. Ça a- Non ça a mais noté. c'est super, mais bon, c'est pas pour un club de l'envergure du Real Madrid. L'année dernière contre Petit club, le Real. Ouais, Oui, c'est vrai. pas grand chose vraiment. L'année dernière contre City, c'est 2 matchs de victoire. Là, cette année, c'est une grosse contre-performance. Alors, même si City, c'est un City qui revient en forme, le Real, ça fait depuis 4-5 journées que c'est vraiment très compliqué. Il me semble qu'ils n'ont pas gagné en Liga depuis. Enfin, avant Alaves, ils avaient gagné en Liga depuis 5 matchs, je crois. Mais C'était après, 5 matchs sans victoire. Remettre ça sur chez Alonso, je trouve ça dur. C'est pas lui, c'est pas C'est lui. toujours, non mais c'est toujours la faute de l'entraîneur, c'est Non, normal, non. c'est lui qui prend les Quoi décisions. Beaucoup de blessés. Non quand mais même, calme. C'est-à-dire À Madrid. Il y a qui Il y a quand même au niveau des défenseurs, il n'y a plus de latéral. Là. Il y a Carreras, à droite, il y a Valverde qui dépanne. Ouais, mais du coup, Valverde qui dépanne. Non mais ça Ouais, va, alors, c'est ok. mais non, arrête, Non mais non, pardon, remettre ça sur normalement, Xabi Alonso, il y a moi je trouve non, mais dur. c'est pas Xabi le Pour moi, problème. il y a un C'est pas Xabi le dépassement en problème. fonction des Moi je dis joueurs. depuis l'arrivée d'un joueur l'année dernière, Ouais, il y a un voilà, problème au merci. Real, c'est tout. Merci, un certain beau budget, Voilà. c'est ça. C'est tout. Et au contraire, depuis le départ de ce joueur dans son ancien club, ça va beaucoup mieux. Ouais. Alors c'est quoi le Je suis problème au final? Non mais je rigole, mais mettre ça Nice. Non, Mbappé fait une grosse Mbappé, performance c'est avec- Non, mais c'est toujours la même Mbappé et chose, c'est un Courtois, système. Honnêtement, c'est un Mbappé et Courtois. Bien sûr, Courtois, grossièrement, comme on le dit depuis quelques années maintenant, et Mbappé, c'est encore une fois meilleur buteur depuis le début de la Oui, saison. hein. Enfin, excellent Mbappé, hein. Excellent. Ah, excellent. C'est lui qui débloque le jeu contre Non, Alaves. d'accord, mais pour moi le Je veux problème. pas me projeter trop loin, hein, mais le ballon d'or. Ah, abuse pas. Ah, Non. Non. Pour moi, le problème Mbappé, c'est Autant la pour même moi. chose, c'est que c'est un joueur certes qui state beaucoup, mais bon, il prend la place à trop de monde autour de lui. Pour moi, il n'y a pas assez de place. C'est pas son problème. Lui, il joue bien, il fait son jeu, c'est à côté aux joueurs de s'adapter. Mais non, C'est aux non. joueurs de s'adapter. Pour moi, il prend trop de place sur un terrain et ça empêche les entraîneurs de mettre en place des tactiques. C'est un problème. S'il te Pour moi, plaît. ce mec-là, c'est un poison. Hein. Un poison. Ah oui, je dis. Mais sans Mbappé depuis le début de la saison, enfin tu te rends compte que le Real c'est 0 genre. Et je pense, Mbappé, je pense c'est le vraiment seul top du Real. Je pense qu'il s'en sortirait mieux sans Mbappé. On va changer à nouveau de sport. Après la Formule 1, direction le basket et la NBA. Pas sur son terrain. C'est le carton de Samuel. Cette semaine encore, on parle d'un Frenchie en NBA, c'est le retour de l'OVNI. Eh ben oui, c'est la grande image de la semaine en NBA. Notre Frenchie Victor Wembanyama a mené la vie dure au Thunder d'OKC pour permettre à son équipe de s'imposer sur le score de 111-109. Cette victoire permet aux Spurs de conserver leur place de 4e de la conférence Ouest tout en restant en lice de la NBA Cup. À peine de retour, Wemby a signé une performance XXL avec 22 points et 9 rebonds en seulement 21 minutes de jeu. Pour rappel, ça faisait un mois qu'on ne l'avait pas vu pour cause de blessures au mollet. Le champion en titre, lui, OKC, garde sa place de numéro 1 de la conférence Ouest, eux qui étaient jusqu'à la défaite infligée par les Spurs bien partis pour proposer tout simplement la meilleure saison de tous les temps. Toujours à l'Ouest, sur la seconde marche du classement, on trouve les Nuggets. L'équipe du triple MVP Nikola Jokic déroule, bien aidé par un meneur de jeu, Jamal Murray, qui sait prendre ses responsabilités quand il en a besoin et mettre dedans. Et en bas de la conférence, on retrouve les Clippers de Los Angeles. Et effectivement, les rivaux des Lakers sont minés par les blessures. Et on sent un projet qui prend l'eau. Malgré quelques bonnes performances de James Harden, l'équipe affiche un bilan de 6 défaites pour 19 victoires, ce qui les classe malheureusement 14e de la conférence. Et enfin, en bon dernier, on retrouve les Pelicans. Cette franchise qui n'est pas connue pour ses victoires reste fidèle à ses traditions, j'ai envie de dire, en affichant un niveau de jeu plus qu'inquiétant. Ça fait mal au cœur pour ces jeunes qui ne manquent pas de talent, juste de sérieux. On espère que des jeunes comme Trey Murphy, Dejounte Murray ou Herbert Jones, qui ont pourtant affiché un bon
niveau de jeu il y a quelques années, se remettront de ce naufrage. Et à l'Est, on voit aussi quelques petites surprises. Et ben moi j'ai même envie de t'en dire des grosses, puisque ce sont les Pistons de Détroit qui mènent la course avec 20 victoires pour 5 défaites, bien aidés par un duo Kate Cunningham, Jalen Duren d'enfer. L'équipe qui ces dernières années était perçue comme la risée de la NBA se révèle enfin. Ça doit faire plaisir aux fans des Pistons qui n'avaient pas vu la lumière depuis le début des années 2000. En seconde place, on retrouve les Knicks de New York. On voit un projet qui arrive à maturité, un leader qui s'en détache bien sûr en la personne de Jalen Brunson. Mais toutes les individualités sont capables de prendre feu en une soirée et de devenir la meilleure du parquet. Leur basket dur défensivement leur a permis d'obtenir ces 18 victoires pour cette défaite. Et en haut du classement, on note aussi plusieurs absents importants. Où sont nos Cleveland Cavaliers? Moi j'ai envie de vous poser la question. Et ben j'ai la réponse. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ce n'est pas beau. Ils sont seulement 7e. L'équipe peine à prendre du rythme, alors qu'ils étaient attendus haut cette saison, à l'image de leur saison précédente. Il en est de même pour les Bucks, qui sont en train de perdre leur star et qui sont en pleine crise extra-sportive. Cette crise les fait stagner en 10e position de la conférence Est. En avant-dernier, on retrouve les Pacers. Pour eux, c'est un peu une saison de traumatisme. Ils encaissent la blessure de leur star Tyrese Haliburton, qui s'était blessé durant la finale des playoffs la saison passée. Ce manque enraye leur système, ce qui leur a permis de décrocher seulement 6 petites victoires. Et enfin, j'ai envie de finir avec les Wizards de Washington. Eux, on les retrouve enfin tout en bas de cette conférence. C'est pas trop une surprise. On parle d'une équipe qui est en pleine reconstruction avec 2 jeunes stars qui sont français, en les personnes de Bilal Koulibaly et de Alexandre Sarr. C'est une équipe qui a besoin de prendre du temps et on espère qu'ils se développeront sur ces prochaines années afin de mener leur équipe sur le chemin de la victoire. Une saison NBA donc passionnante. Merci Samuel pour ta chronique. On va terminer en beauté cette émission et on va jouer ensemble au mini-jeu. Tout de suite, c'est la passe à 10. La règle est simple. Une question et vous devez trouver 10 réponses dans l'ordre. La question, elle est simple. Qui sont les 10 derniers vainqueurs de la Ligue Europa? On commence avec qui? Je peux commencer? Samuel, vas-y Samuel. Année passée, Tottenham. Tottenham, ouais. Tottenham, excellente réponse. Alexis? Séville, mais je suis pas sûr Non. que ce soit. C'est l'Atalanta. Non, Séville n'est pas dedans. C'est l'Atalanta. Atalanta Bergame, ouais, ils ont gagné contre Bayer Leverkusen 3-0. Vous vous rappelez de ce match? Oui. Ah oui. Bah oui. Triplé de Adelalo Lookman. Qui se souvient de Lookman? Ah, il a disparu. Il a disparu des radars. Porté disparu, ouais. Ouais, mais il n'a pas été blessé ou un truc comme ça. Chap. Troisième. Faut les donner dans l'ordre? Ouais, faut les donner dans l'ordre. Je vais essayer Francfort, mais je suis pas sûr. Francfort, non. Non. Non, en 2023, c'était pas Francfort. Je crois que c'était. Moi je l'ai. Alexis? Non, j'ai pas. C'est Séville là justement. C'était Séville, ouais, contre l'AS Roma, Ouais, un partout. avec Rakitic, je m'en souviens. Victoire au tir au but de Séville. En 2022, Ah, c'est Samuel. encore Là c'est Francfort. on respecte l'ordre, s'il vous plaît. Là, c'est Francfort. C'était Francfort, ouais, du coup. Ah pardon, je suis trop. En 2021, Alexis? Séville. Non. Non, toujours pas. Alexis, il a du mal avec l'Europa League, il est plus Non, Ligue des je pensais Champions. que c'était. Normalement, il y a Séville, ils ont gagné 3 ou 4 fois. Ouais, mais c'est bien avant ça. Contre C'est Marseille. bien avant ça. Contre Ah. Marseille, non, Oh, Séville n'a pas gagné c'était contre Marseille. qui? C'était contre qui alors Je me demande si c'est pas. En 2021, c'était un club espagnol. Ah, Ah espagnol. ouais? Ouais. Espagnol. Villarreal? Villarreal, Ah, bonne bah, réponse, oui, Samuel. bien vu. C'était contre Manchester United. Ah ouais. Bien. Un partout, pareil, au tir au but. En 2020, justement. Séville. Club espagnol, t'en as parlé, t'as cité Bah, son c'est nom vraiment- 15 c'est fois là vraiment depuis le Bah, c'est- début du jeu. Séville, ouais, c'est une bonne réponse. Séville. quand faut dire Séville, là. Mais non, mais c'est ce que j'ai dit. mais- Ok. En 2019, club anglais qui a Ah, remporté là, l'Europa League. Je crois que c'est Tottenham. Non. Non, Ah bah, Tottenham a gagné qu'un seul Ouais. trophée européen. En C'est vrai, mais ouais. En 2019. En 2019, United. ouais. Non. Non, United, c'était bien avant. Anglais. Attends. Les Blues. Ah, Je vous aide un peu. Hein. Chelsea. Chelsea, ouais, Chelsea Ok. contre Arsenal, 4-1. C'était Putain, mais quand C'était est-ce un qu'il très, gagne la très gros LDC? match. Qui ça? Quand est-ce qu'il gagne la LDC? Chelsea. Ouais. C'est à l'ancienne ça. c'était en. Ah, mais non, c'est en Chelsea, 2000, c'était en 2020. ouais. Non, en 2020, c'était Bayern. Ouais, C'était en 2021. 2021. 2018, enfin 8e vainqueur de la Ligue Europa, c'était qui? Club espagnol. Là, ça commence à être dur, hein, je vous Ouais. vois. Club espagnol. 2018. Bah, c'est Séville. Non, c'était pas non. Séville. Non, non. Bon club ou pas? Derby au Real. Au Real.
Bah, ouais, je vais Atlético l'aider. Madrid. Atlético de Madrid, ouais, bien entendu. Ah ouais. C'était ouais. contre. Ok, contre- je sais pas. C'était contre Bah, Atlético de Madrid, Oui. Europa League. Bilbao. C'était contre Marseille. Ah ouais? Bah, Ouais, 3-0, c'est ça, t'as Ah, confondu. c'était ça, Ok. Eh oui. Mais ils ont fait doubler, je crois. Enfin bref. 9ème de cette passe à 10 en 2017, club anglais contre l'Ajax. Si, bah lui pour le coup, si. T'as intérêt à être sûr de ta réponse. Attends. Non, tu confonds avec la LDC, non? Non, même pas. Clément. Parce qu'en fait, j'allais dire United. Mais Ouais, si, c'est United. voilà, ok. Bonne réponse. Et puis pour finir, en 2016, Club anglais? En 2016. là on commence à. Club anglais d'accord. Ça date, mais c'était Ah non, la domination de Séville. C'est Séville, ouais, du coup, ouais. De Séville, ouais. ouais, mais... Vas-y, ils sont C'est partout, les pièges. ça. Un peu de mal, mais bon, c'est normal, c'est de Ah, c'est l'Europa bon, c'est League. bien débrouillé sur les plus récents. La prochaine fois, la conférence League, vous allez voir. Il y a Eh bah, que deux éditions. Et bah peut-être pour la prochaine émission, peut-être une passe à 10 sur la conférence. L'Europa League mais bon. féminine, les mecs. On en reparlera bien sûr du foot féminin. C'est la fin de cette deuxième émission de La Virgule. Merci à tous les trois d'être venus. Merci à vous qui nous avez suivis. On se retrouve très vite pour une nouvelle émission. On parlera bien sûr de sport. On va essayer de varier. On va parler tennis, foot, Formule 1, non, vu que c'est la fin de la saison. Abonnez-vous à tous nos réseaux pour ne rien manquer et on se dit à l'année prochaine.